Et si apprendre et expérimenter n'était pas juste une question d'outils ou de méthodes, et si c'était une affaire d'hormones? Je sais, dit comme ça sonne un peu l'excuse d'un adolescent en pleine crise de croissance, mais restez avec moi, on va parler sérieusement. Je m'appelle Ilyes Frika, je suis coach agile chez Capgemini. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous vivez tous dans vos équipes, mais sans forcément le voir, le lien entre notre biologie et notre capacité à apprendre et expérimenter. Donc d'abord, je remercie tous les sponsors pour cet événement. Et donc voilà, ils sont tous présents, vous les avez vus plusieurs fois dans les autres slides. Durant ma modeste carrière jusqu'à présent, j'ai vu plusieurs types d'équipes. Mais ce qui m'a attiré mon attention, c'est deux équipes. Deux équipes pas forcément différentes, deux équipes qui avaient les mêmes outils, les mêmes compétences, mais pas forcément la même ambition. Première équipe, dès qu'un problème surgissait, c'était la panique. Les erreurs se cachaient, on cherchait des coupables. Rien n'avançait comme il faut. Résultat, lenteur, pas d'innovation, pas d'expérimentation, un vrai cimetière d'énergie et de motivation. Deuxième équipe, là où les gens avançaient, osaient, on apprenait collectivement. Les leaders n'étaient pas des contrôleurs, mais des fédérateurs. Résultat, une équipe qui osait, qui avançait, qui innovait et surtout qui se sentait bien. Alors je me suis posé la question, pourquoi un tel écart quand tout semblait égal? On pourrait se dire, c'est un problème de culture, c'est un souci de mindset, c'est le leadership. Oui, c'est vrai, mais est-ce que ça suffirait de tout expliquer? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'encore plus profond? Et là, j'ai eu un déclic, un vrai, en lisant le livre de Simon Sinek, Leaders Eat Last. Donc Simon Sinek, c'est un conférencier internationalement connu dans le domaine du leadership. Il a écrit plusieurs ouvrages, parmi eux Start with Why ou bien Leaders Eat Last. D'ailleurs, je vous recommande vivement de le lire. Et Simon Sinek nous explique que le comportement des équipes ne sont pas que culturels, ils sont aussi biologiques. D'ailleurs, ce qu'on fait ou ce qu'on n'ose pas faire dans une équipe est fortement influencé par ce que notre corps perçoit comme sûr ou menaçant. C'est d'ailleurs là où le rôle des leaders intervient. Les bons leaders font en sorte que leurs équipes se sentent en sécurité. Et ce n'est pas une stratégie ou une ligne de conduite RH, c'est un besoin biologique. C'est comme dormir ou respirer. Parce que dans une équipe, si je sens que je peux parler sans être jugé, si je sais que je suis soutenu, si je sens que mes erreurs ne vont pas être utilisées contre moi, eh ben mon cerveau va s'ouvrir, il va explorer, il va progresser. En revanche, l'inverse est aussi vrai. Notre cerveau est câblé pour la survie, donc il réagit dans son environnement d'une manière biologique. Et ce n'est pas un bug, c'est une fonction de protection complètement naturelle. Et donc, si mon cerveau perçoit la moindre menace, il ne va pas se dire « tiens, je vais me remettre en question ». La première chose qu'il va se dire, il va se dire « je me tais, je me ferme, je me protège ». Et là, il n'y a plus d'apprentissage, il n'y a plus d'expérimentation, il n'y a que de la survie. Et donc, oh pardon. Ça s'est bloqué, excusez-moi. Voilà. Et donc, si dans vos équipes, les gens n'osent pas proposer des idées, avouer une erreur, tester, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont en manque de compétences ou de motivation, c'est peut-être parce que leur cerveau est en mode survie, il se défend. Et c'est à vous justement de comprendre pourquoi. À l'époque de l'homme préhistorique, et rassurez-vous, je ne vais pas faire un cours de paléolithique, il était absolument certain que le monde extérieur était dangereux. Entre les prédateurs, la famine et les autres tribus, la meilleure manière de survivre,
c'est de vivre en groupe. Et d'ailleurs, c'est de là qu'est née l'idée de tribu, clan ou groupe soudé. Et ce n'est pas juste une bande de gens, c'est l'idée d'un cercle invisible ou visible d'ailleurs, hein, par des forteresses, où on savait si on était dedans, eh ben, on était protégé, et ben, si on était à l'extérieur, ben, on était tout seul. Simon Sinek appelle cela le cercle de confiance. Et aujourd'hui, imaginez quoi, devinez quoi, c'est exactement la même chose. Parce qu'une organisation, qu'elle soit une équipe, une PME ou un grand groupe, ils évoluent aujourd'hui dans un monde rempli de dangers. La concurrence qui évolue plus vite que nous, la géopolitique, comme vous voyez, ça paralyse les marchés, la régulation, les lois, l'incertitude, la technologie d'ailleurs. Par contre, Simon Sinek nous dit quelque chose de fondamental, de très important. C'est que le danger extérieur, c'est une constante. En revanche, le danger intérieur est une variable. Autrement dit, on ne peut jamais empêcher le chaos à l'extérieur. En revanche, on peut choisir de ne pas créer le chaos à l'intérieur. Et comment on fait ça, justement? En créant un vrai cercle de confiance. En créant un vrai cercle de confiance où chaque membre se sent en sécurité psychologique ou émotionnelle, mais pas que, en sécurité aussi biologique. Là où le cerveau se détend, là où il désactive la menace, là où il libère les bonnes hormones, et donc là où les équipes osent apprendre et expérimenter. Parce qu'à l'intérieur du cercle, on ne gaspille pas notre énergie pour se protéger. On l'utilise pour évoluer, apprendre et innover et surtout survivre. Et vous allez voir que cette énergie, eh bien, elle provient de notre corps. Donc j'ai dit hormone. Donc c'est quoi une hormone? En fait, une hormone, c'est un messager chimique. C'est une substance que notre corps produit et c'est ce qui va influencer nos émotions, nos décisions et nos comportements. En gros, ce n'est pas vous qui décidez de collaborer, de protéger ou de vous motiver, c'est vos hormones qui décident si vous en avez envie. Et on va voir quelques hormones qui expliqueraient pourquoi des équipes osent apprendre et expérimenter et d'autres restent bloquées dans la peur. Donc je commence par l'endorphine, mais je ne vais pas m'attarder trop. Donc l'endorphine, c'est l'antidouleur naturel. C'est ce qui va nous permettre de durer dans l'effort physique. Et en gros, c'est ce qui vous fait dire « c'est dur, mais je continue ». La dopamine, c'est l'hormone de la motivation et de la récompense. En fait, elle vous permet d'atteindre des objectifs et elle est libérée quand vous arrivez à atteindre un objectif ou réaliser une tâche. Donc, quand vous dites « yes, j'ai réussi », c'est ça de la dopamine qui est sécrétée dans votre corps. Mais attention, la dopamine, elle peut être très addictive si elle est mal contrôlée ou dosée dans notre corps. C'est ce qui fait qu'on peut devenir très accro à la performance, ou bien on n'arrête pas de scroller sur les réseaux sociaux, ou bien même on n'arrête pas de jouer au casino, même si on a perdu tout notre argent. Donc il faut faire attention avec la dopamine. La sérotonine, c'est l'hormone de leadership, comme l'appelle dans le livre Simon Sinek, du leadership et de la reconnaissance. En fait, elle est libérée quand on ressent qu'on est utile, reconnu et valorisé. Donc, elle va renforcer l'appartenance et la fierté. C'est ce qui fait qu'un merci sincère ou bien une mise en avant dans une démo nous donne envie de continuer. Et ce qui est beau, c'est que c'est une hormone aussi qui récompense celui qui donne la reconnaissance. Donc, c'est une hormone qui est prosociale, qui crée du lien. Maintenant, l'oxytocine, c'est l'hormone de la confiance et des relations sociales. En fait, elle s'active
quand on ressent de l'empathie, de la bienveillance et qu'on ressent qu'on est soutenu. Et elle est libérée quand on prend vraiment le temps de se parler, de s'écouter et aussi de se connecter. C'est ce qui fait, dans une équipe, des gens peuvent proposer des idées risquées sans se sentir jugés ou menacés. Et le cortisol, en fait, c'est une hormone qui est vitale. Elle reste vitale parce que c'est une hormone qui va nous mettre en alerte face à un danger. Et donc, elle va nous rendre plus concentrés, plus vifs quand il y a un vrai enjeu. Et donc, si vous êtes face à une situation d'urgence ou critique, c'est votre meilleur allié parce qu'elle va vous donner ce petit coup de stress positif qui va vous faire dire là, il faut bouger. En revanche, trop de cortisol est vraiment toxique parce que quand les équipes sont constamment sous pression, les cerveaux vont s'épuiser, la méfiance va s'installer et aussi l'apprentissage va s'arrêter. En gros, le cortisol, quand il vient, il va masquer, il va empêcher la sécrétion de tous les autres hormones. Et ça, c'est problématique. Donc, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de confiance. Il n'y a vraiment que de la survie qui va s'installer quand le cortisol est en abondance dans notre corps. Et donc, on a vu c'est quoi un cercle de confiance. On a vu c'est quoi des hormones. Et comment on va créer un vrai cercle de confiance où on va équilibrer tous ces hormones et les nourrir. Donc, comment déclencher la dopamine ? La dopamine, tout d'abord, il faut définir des objectifs clairs, atteignables et visibles. Et pourquoi j'insiste bien sur visible ? Parce que nous sommes des êtres visuels. On a besoin de voir l'objectif. Et ça va contribuer, en fait, à sécréter cette dopamine dans notre corps. Donc, plus on s'approche de l'objectif, plus on a ce shot de dopamine qui s'est sécrété dans notre corps pour aller chercher l'objectif et avoir cette récompense naturelle du corps et une motivation pour aller chercher d'autres objectifs. Donc, très très important dans vos équipes d'afficher, de mettre les objectifs visibles. Bien sûr, célébrer chaque progrès et chaque tentative, et malheureusement, je vois encore des managers qui ne jouent pas le jeu, soi-disant, les équipes vont relâcher, il ne faut pas célébrer, ce n'est pas le moment. C'est la meilleure manière justement de détruire une équipe, de détruire la motivation d'une équipe, parce qu'on a besoin justement de célébrer ses progrès, et justement, ça va récompenser et faire sécréter de cette dopamine pour aller atteindre des objectifs encore plus grands. Donc manquer ces moments de célébration est vraiment néfaste pour la motivation d'une équipe. Bien sûr, moi je préfère toujours mesurer l'apprentissage et l'expérimentation. Pourquoi ? Parce que ça met de la valeur derrière. Et donc si on met de la valeur derrière, on arrive à la mesurer, on a envie d'aller encore plus loin. Et donc, c'est très important de mesurer celui-là pour aller nourrir cette dopamine. Et bien sûr, tout ça par le feedback rapide et valorisant, que ce soit pour donner un feedback positif sur ce qui s'est passé positivement ou bien définir des objectifs pour s'améliorer dans le futur. Comment on cultive l'oxytocine ? L'oxytocine, tout d'abord, c'est la sécurité psychologique. On doit avoir un rapport sain avec l'échec et globalement un rapport sain avec la vulnérabilité. Malheureusement, aujourd'hui, même quand on affiche notre vulnérabilité, on ne l'affiche pas avec confiance. Il faut avoir la confiance de dire « je ne sais pas, aidez-moi ». Et publiquement et avec confiance. Oui, je ne sais pas, s'il vous plaît, aidez-moi. Et ça, c'est très important, justement, de créer cette sécurité psychologique au sein de l'équipe pour cultiver cette oxytocine. Donc, valoriser « j'ai besoin de l'aide ». Et tout ça, bien sûr, avec des instances où on met les gens ensemble, avec du pairing, avec du mentoring, avec du coaching, avec de la co-construction, etc. Ça, c'est des moments très importants qui vont créer du lien. Et aussi, ne pas négliger, c'est vrai qu'on a du télétravail, etc., mais saisir les moments où il y a ces moments humains autour du café, etc. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se cache derrière l'apprentissage et l'expérimentation ? Ça se cache la prise de risque. Et la prise de risque ne peut pas se naître dans un environnement où il n'y a pas de lien, il n'y a pas de confiance. Donc très important de mettre les gens ensemble pour créer des points en commun, pour créer ce lien qui va naître la prise de conscience et qui va servir l'apprentissage et l'expérimentation.
Pour la sérotonine, je vais vous demander de penser à une personne que vous considérez leader. Personne que vous considérez leader. Moi, j'en ai quelques-uns. Est-ce que vous avez envie de décevoir cette personne? Moi, en tout cas, non. C'est ça, la sérotonine, c'est qu'on a besoin de voir la fierté dans les personnes qu'on considère leaders. Ça peut être nos parents, ça peut être des managers qu'on connaît au travail ou autre. Et donc, si vous êtes dans une position de lead, osez justement remercier, valoriser, reconnaissez le travail, pas uniquement de ceux qui ont réussi, mais ceux qui ont contribué, justement, pour chercher encore de meilleures contributions. Donc, saisir ces moments de valorisation, ça va nourrir la fierté, surtout l'appartenance à la cause du projet ou au produit sur lequel on a. On a besoin de cette appartenance. Et justement, la sérotonine vient cultiver, justement, nourrir cette appartenance qu'on a besoin dans nos projets. Moi, je l'ai expérimenté avant, c'est de mettre, par exemple, un couloir de learning, un couloir d'apprentissage où les gens voient leur certification, leur apprentissage, etc. Quand ils passent, donc ils sont fiers, ils ont envie de voir, d'être comme ça, affichés devant les autres, etc. Ça nourrit justement cette sérotonine et cette fierté, cette estime. Et bien sûr, ne pas donner uniquement la parole à ceux qui sont experts, mais aussi à ceux qui apprennent. Et partagez ce que vous avez appris. Ça, c'est très important. Voilà comment on peut bénéficier justement de bénéficier le reste du groupe de ce qu'ils ont appris. Ça a tendance à donner de l'estime, de la confiance, etc. Donc pour le cortisol, déjà être transparent et clair sur le cadre de l'expérimentation ou de l'apprentissage, ça a tendance justement à éviter les choses non dites, etc. Et justement à baisser en pression, que les choses soient claires dès le départ. On travaille sur des projets, on essaye de tendre vers un rythme soutenable, mais on travaille sur des projets où il y a des problèmes en production, des clients qui ne sont pas contents. Donc on passe par des moments qui sont soutenus, difficiles, mais les bons leaders font en sorte que ces moments ne durent pas pour éviter une sécrétion abondante de ce cortisol dans le corps, être intelligent avec ça et proposer des moments de relâche. Bien sûr, ne pas laisser aussi les collaborateurs à attendre les résultats pour qu'on valorise uniquement les résultats, mais valoriser aussi tout le process d'apprentissage. Et ça a tendance à rassurer justement les collaborateurs qui apprennent, qui expérimentent tout au long pour éviter aussi une pression inutile. Et bien sûr, le dernier point, tout ce qui est micromanagement, etc. Évitez au maximum, pour éviter tout court, faites confiance à votre équipe, définissez un cadre, une vision et laissez l'équipe apprendre et expérimenter et évoluer. C'est la canicule il y a 2 jours, peut-être aujourd'hui ça va mieux, mais je vous propose le cocktail biologique de l'apprentissage et l'expérimentation. C'est un équilibre entre la motivation avec la dopamine, la confiance avec la sécrétion de l'oxytocine, l'estime et la fierté à travers la sérotonine, et bien sûr un dosage du cortisol dans le corps. Bien sûr, je compare ça comme à du sel. Le sel, un peu, ça donne du goût. Et trop, c'est immangeable, c'est à jeter. Et avant de finir, juste quelques recommandations actionnables dès lundi que vous pouvez faire. Vous avez vu une action passer. Est-ce que vous pouvez donner un feedback à votre collègue? Quelqu'un a tenté quelque chose récemment, quelle qu'elle soit. Est-ce que vous pouvez aller le remercier? Vous avez remarqué un progrès. Est-ce que vous pouvez aller le célébrer? Il y a un risque, une tension. Est-ce que vous pouvez le rendre explicite et en parler? Et enfin, si vous avez fait une erreur, est-ce que vous avez le courage de le partager? Tout cela dit, et vous, est-ce que vous pensez que vous avez un vrai cercle de confiance dans votre équipe? Voilà, vu le temps, je passe directement au rôti. Donc, j'espère que cette perspective plutôt biologique, je ne l'ai pas entendue avant, donc j'ai voulu moi-même la proposer, vous intéresse, vous inspire. Et je suis très intéressé par vos feedbacks, comme ça je pourrais améliorer cette conférence, cette mini-conférence pour d'autres événements. Et d'ailleurs, c'est ma première à Agilion. Voilà. Merci beaucoup.
suis à disposition. En tout cas, si vous n'êtes pas pressé d'aller manger, vous pouvez me poser des questions, on peut échanger, pas de problème. Oui, ouais. N'importe. Ouais. Vas-y. Ouais. Ouais. En fait, bah, justement, il y a c'est vrai qu'il y a un aspect individuel sur la partie peut-être dopamine. En fait, la motivation de chacun, ça peut être individuel, mais sur l'aspect sérotonine et oxytocine, au contraire, c'est des hormones plutôt qui se nourrissent avec. On a besoin des autres pour que ce soit nourri. C'est-à-dire, on a besoin de voir la fierté dans les yeux des autres, pour que ça nourrit, ça augmente notre estime. C'est pas une hormone qu'on peut la sécréter d'une manière individuelle. Idem pour l'oxytocine. On a besoin des relations, on a besoin de se parler. C'est pour ça que ça fait du bien quand on échange ensemble, quand on se prend le temps d'écouter à fin de journée, par exemple autour d'un verre, etc. Ça, c'est de l'oxytocine qui se sécrète dans notre corps. Donc, c'est vrai, il y a des hormones qui sont plutôt à sécrétion individuelle, mais il y a d'autres qui sont plutôt d'ordre de groupe. En fait, c'est plus le groupe qui nourrit ça chez nous, en fait. Voilà. Il y a peut-être. Ah ouais, vas-y, pardon. Bah, en fait, je vois beaucoup de sécrétion de cortisol, par exemple, dans mon projet actuel. Là, on souffre beaucoup de ça. D'ailleurs, il y a quelques jours, on parlait beaucoup de ça. Je trouve qu'on est très sous tension, on travaille beaucoup en mode urgence. Euh, Après, il y a aussi, pour moi, la sérotonine, le fait de reconnaître, malheureusement, il y a beaucoup de managers qui ont du mal avec ça, qui ont des idées reçues, comme quoi, non, il faut pas. Moi vraiment, je l'ai vu devant moi. Hein. Donc, on a fait un beau boulot. Quand on s'est orienté vers le manager pour lui dire est-ce qu'on peut faire quelque chose pour célébrer, ben non, c'est trop tôt, non, il reste encore du boulot, etc. Non, les équipes vont relâcher. Moi, s'il y a cette idée reçue de dire ben, si on remercie les gens, ben, ils vont. Donc c'est vrai que là, sur ces deux hormones-là, il y a du travail à faire en fait. Ouais. En tout cas, de mon expérience, hein, bien sûr. Peut-être d'autres, ils ont vu des mauvaises interactions, ce qui pourrait pousser à dire qu'il n'y a pas assez de sécrétion d'oxytocine dans les équipes. Ça. Il y a d'autres questions? Non? Bon, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment.